Paul Edmond, je suis très heureux de vous revoir au lendemain ou presque de la représentation de votre dernière pièce de théâtre adaptée de Don Quichotte, dont le titre est Don Quichotte avant la nuit, une pièce qui est jouée à l'atelier du théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve. Toutes les dates et les coordonnées se trouvent sur le site où apparaîtra cette interview que nous allons faire maintenant. Alors, ma première question serait peut-être de vous proposer d'essayer de faire une sorte de masterclass de l'adaptation au théâtre d'une œuvre non théâtrale, en particulier d'une œuvre classique comme le Don Quichotte, mais on peut aussi évoquer le Madame Bovary extraordinaire que vous avez adapté aussi au théâtre et qui permet de donner une nouvelle dimension à une œuvre qui est un classique, permet de le revisiter d'une certaine manière, mais aussi souvent de donner envie d'aller y retourner et d'aller le lire, d'aller lire l'original. Alors ma première question, Paul Aymon, et ici on va se centrer sur Don Quichotte, comment est née cette idée d'adapter Don Quichotte? Alors, c'est la seconde adaptation de Don Quichotte que je fais, puisque j'en ai fait une, il y a au moins 20 ans, pour Jules-Henri Marchand, Rideau de Bruxelles. C'était dans le cadre de trois adaptations qu'il avait appelées la trilogie de l'errance. On avait d'abord fait l'Odyssée, puis on a fait Don Quichotte, et puis on a fait le château de Kafka. Donc c'était trois grands spectacles, la grande distribution, qui était assez magnifique. Enfin, ce qu'il en a fait était vraiment magnifique. Et donc je me revoilà avec Don Quichotte. Et en fait, Revenons peut-être brièvement sur cette première adaptation. Là, oui, c'était plus une adaptation comme celle que vous avez faite de Madame Bovary, de l'ensemble de l'histoire. oui, mais avec un point de vue quand même, puisque vous m'interrogez sur le passage du roman ou de l'œuvre non théâtrale au théâtre, je pense qu'une des premières choses à dire, c'est que pour le faire, puisque de toute façon on se trouve avec un texte à écrire qui est nettement plus court que ce qu'il y a dans le roman, hein, on fait une sorte de tête de Givaro, si je peux me permettre, l'expression, il faut bien sûr avoir un point de vue précis. Par exemple, pour Madame Bovary, le point de vue, c'était clairement l'idée d'une femme qui se trouve bien sûr dans Flaubert, mais sur lequel on avait insisté, l'idée d'une femme qui, dans le cadre social où elle se trouve et en fonction de ses désirs, rue dans les brancards de toutes les manières, de toutes les manières. Enfin, c'est ça, quitte à trouver la mort au bout du chemin. Pour le Don Quichotte que j'avais fait pour Jules Henry, le point de vue, c'était quand même assez clairement le rapport entre réalité et fiction, qui existe ici aussi dans ce second spectacle, mais qui était vu de manière un peu différente. Par exemple, si vous vous rappelez, si je peux prendre une minute ou deux pour raconter ça, Bien sûr, bien sûr. si vous vous rappelez le début de Don Quichotte, je crois que c'est au chapitre 9, au chapitre 11, enfin je ne sais plus exactement, à un moment donné, le narrateur que l'on suit jusque-là dit au lecteur, je ne connais pas la suite de l'histoire. Et puis, on va trouver qu'il y a un manuscrit qui apparaît en arabe, qui est de l'historien arabe Sid Ahmed Pelengeli, etc. Et apparemment, c'est lui le narrateur. Alors, dans le spectacle, ce qu'on avait fait, qui était vraiment très amusant, c'était que effectivement, le Don Quichotte commençait normalement, et puis au moment où il croisait le fer avec, si vous vous rappelez, un basque, un domestique basque ou un écuyer basque qui suit la dame qu'il veut empêcher d'aller en enfer, si je me rappelle bien. Hein, il y a une sorte d'arrêt sur image dans le roman, et on a fait un arrêt sur image sur scène. Les lumières dans la salle se sont rallumées et le
comédien qui jouait le narrateur, il y avait un narrateur qui intervenait de temps en temps, s'adressait au public et disait: Désolé, je ne connais pas la suite de l'histoire. Ah Voilà. oui, ah Hein, oui. donc, on a travaillé sur cet aspect-là. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'axe parce que ça revenait avec la seconde partie du roman où, comme vous le savez, on vient dire à Don Quichotte et à Sancho que leurs aventures ont été écrites, les aventures Et il du s'en premier indigne tome, que et l'on ils s'en déplace abîment. Donc voilà. dans l'aventure. C'était un point de vue très qui organisait l'ensemble. Paul Aymon, revenons, si vous le voulez bien, à cette nouvelle adaptation et essayez de nous définir peut-être quel est le point de vue que vous avez souhaité adopter dans cette nouvelle adaptation Don Quichotte avant la nuit. Alors, le point de vue faisait partie de la commande, entre guillemets, puisqu'en fait, une adaptation se fait toujours à la demande d'un metteur en scène. Je ne ferai pas une adaptation sans être sûr qu'il y a au départ une participation de celui qui va monter le spectacle. Donc, Alan Bourgeois, le metteur en scène, m'a dit, voilà, je voudrais faire un Don Quichotte en hommage. Alors, c'est assez intéressant, en hommage à mon père et au second mari de ma mère, donc à mon beau-père, qui tous les deux sont morts en soins palliatifs et dont l'un me faisait penser à Don Quichotte et l'autre me faisait penser à Sancho. Ouais. Et donc, effectivement, l'idée n'est pas de moi, l'idée vient de lui, de les mettre au départ dans la situation où ils se trouvent dans le spectacle. Mais c'était évidemment une idée lumineuse. C'était une idée lumineuse et à partir de là, il suffisait de tirer, enfin, suffisait façon de parler, mais de tirer sur le fil pour partir de situations que l'on connaît parce qu'elles sont les plus connues du roman, hein, comme l'histoire des moulins, où ici c'est une horloge, pour arriver alors à dévier et à amener Don Quichotte face à la mort qui est en même temps dulcinée. Alors, donc, revenons à l'aspect masterclass. Comment concrètement procédez-vous? Vous reprenez le Don Quichotte, vous reprenez les 2 chapitres ou 3 chapitres qui racontent l'agonie de Don Quichotte dans le roman, et puis qu'est-ce qui se passe dans la mécanique dramaturgique de Paul Aymon? Alors, la question, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait sur 1 heure et demie de spectacle? Première chose. Et deuxième chose, je ne peux ici, parce qu'il y a des adaptations où on peut très bien avoir soit un narrateur, soit un récit en partie, les personnages brusquement se transforment en narrateur, mais ici, il n'en était pas question, donc il fallait faire un dialogue d'un bout à l'autre. Le gros avantage, comme vous le savez, c'est que Don Quichotte, je ne sais pas, je crois que ça doit faire 60 ou 70% de dialogue. Hein, c'est un roman très, très dialogué. Donc, d'une certaine manière, je dirais, c'est plus facile d'adapter Don Quichotte que Madame Bovary, par exemple. C'était évidemment autre chose, ou L'écume des jours, ou enfin voilà, d'autres textes que j'ai faits. Alors, ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de se dire, bon, j'ai une ligne qui est cette quête de Dulcinée, qui existe d'une certaine manière dans le roman, mais ici qu'il faut accentuer et qu'il faut joindre à la progression vers la mort, puisque les deux se confondent à la fin. Ça, c'est une première chose. Il faut que j'avance au niveau scénaristique d'une certaine manière, c'est-à-dire que il faut qu'on sente qu'effectivement on va d'abord vers la gloire de Don Quichotte après une série d'échecs, et puis quand il a cette gloire, c'est-à-dire voilà, maintenant il est prêt, la mort peut arriver, puisqu'en fait c'est bien ça le chemin de l'histoire, c'est de sortir de la vie par le haut. Hein, c'était l'idée du metteur en scène, c'était mon idée, enfin là on était tout à fait d'accord. Et puis il y a une question d'écriture, c'est-à-dire que il n'y a rien à faire, même si parfois ça ne se regarde pas, parce que ça ne se voit pas, parce qu'il faut y aller de manière très subtile, mais l'écriture théâtrale n'est pas l'écriture romanesque,
Donc il y a un rythme à mettre pour que ça rentre dans la bouche des acteurs. Je veux dire, parfois on a un texte littéraire superbe, mais ça ne fonctionne pas sur le plateau parce que c'est autre chose. Donc il faut là faire un travail qui est parfois assez lent, assez précis, avec les ellipses nécessaires, avec bon, il ne faut pas qu'on voit les coutures. Enfin, c'est vraiment un travail Enlever très... l'échafaudage au moment donné. Voilà, oui. Et puis, ce qui est important, c'est aussi dans l'écriture du théâtre, par rapport au roman, c'est qu'il faut, ce que l'on dit, laisser la place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire. Il faut laisser la place au corps du comédien, à des choses que peut faire le comédien en geste et qui ne sont pas dans les mots. Il ne faut pas saturer l'espace. Hein. C'est cette fameuse parole que je rappelle toujours de Coltès, qui me semble très précise à ce niveau-là. Il dit au théâtre, il ne faut pas écrire «je suis triste», il faut écrire «je vais faire un tour». Parce qu'on peut jouer la tristesse sur... Alors, c'est pas vrai, c'est faux évidemment. Tout le théâtre de Tchekhov est plein de «je suis triste». Et c'est un théâtre magnifique. Mais pourtant, c'est vrai. Et on voit bien en lisant Tchekhov, si je reviens à lui, qu'il y a quand même la place pour les comédiens de toutes les manières, sans quoi ce ne serait pas un théâtre universel. Alors, enchaînant sur les comédiens et à partir d'eux sur les personnages, vous avez choisi de limiter le dispositif des acteurs à trois personnages, Don Quichotte et Sancho, et puis ce personnage très multiple qui est devenu Dulcinée, qui est, rappelons peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, que le dispositif scénique monte, le décor monte une chambre d'hôpital, on devine très vite qu'on est en soins palliatifs, où se trouvent les deux mourants, Sancho Panza et Don Quichotte, et apparaît à intervalles réguliers une infirmière, en tout cas elle a l'apparence de l'infirmière, qui est en même temps la messagère de Dulcinée et qui est en même temps celle que vous appelez la passeuse, c'est-à-dire celle qui va donner, dans le sens le plus noble du terme, le passage vers l'au-delà, c'est-à-dire on entre en plein dans la symbolique des soins palliatifs. Alors comment est né ce personnage et aussi comment l'avez-vous vu à partir du moment où il était joué sur scène? Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, je pense, pour un auteur dramatique, c'est le moment où il voit ce qu'il a imaginé écrit, mis en scène et incarné. Oui, alors je vais vous dire, j'essaie toujours de ne rien voir. Je veux dire, pour moi, je travaille sur des mots, je les entends, mais je préfère, ou même si je me représente quelque chose, je me dis, ce que je verrai sur le plateau sera différent. Parce que un texte qu'on écrit pour le théâtre peut être monté de différentes manières. Donc, je ne veux pas, moi, avoir une vision privilégiée et venir en disant «Ah non, 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 c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas comme ça qu'il faut faire», etc. Donc, je laisse complètement la liberté euh, au metteur en scène et c'est très bien. Et je vous assure, ayant eu des pièces jouées à plusieurs reprises ou montées dans des mises en scène différentes, je me suis parfois rendu compte des différences énormes, énormes. Et c'est magnifique d'ailleurs pour un auteur parce que finalement, il ne sait pas ce qu'il écrit ou il ne sait pas tout à fait. Hein. C'est un peu comme pour un roman, le lecteur réécrit le Bien livre. sûr, c'est la Et même là, c'est chose. le metteur en scène et les comédiens qui réécrivent la pièce. Oui, oui, Mais vous étiez oui. à la première, donc nous étions, enfin, j'étais aussi, vous aviez eu la gentillesse de m'inviter pour la première, donc j'ai donc vu comment vous aviez découvert pour la première fois alors la pièce. Non, j'avais vu la Générale la Oui, veille et j'étais venu voir un filage parce que j'étais trop curieux. Donc une semaine avant, euh, j'avais quand même vu quelque chose qui n'était pas encore tout à fait au point, mais presque, oui. Oui. et alors, quel est le sentiment qui envahit à ce moment-là l'auteur de voir l'incarnation de ce qu'il a écrit dans un choix de metteur en scène? Je ne vous dirais pas que c'est désagréable. C'est, ce qui est intéressant, ce qu'attend un auteur, en tout cas ce que moi j'attends, c'est deux choses. C'est d'une part, effectivement, qu'il y ait
une restitution de l'univers. Je veux dire qu'il n'y ait pas... vous savez, il y a des metteurs en scène, ça arrive parfois malheureusement, qui veulent montrer qu'ils sont plus intelligents que l'auteur. Mm. Et alors, donc, ils transforment le texte en... enfin, voilà, ça devient tout autre chose et souvent, du coup, c'est raté. Mais en même temps, et ça c'est très important aussi, il faut que l'on ait le sentiment qu'il y a un pas de côté qui a été fait. Je veux dire qu'on ne soit pas simplement avec une sorte de restitution pure et simple, mais que le metteur en scène a apporté sa patte et que cette patte, comme le scénographe d'ailleurs, ou enfin tous les éléments qui constituent le spectacle, et d'ailleurs la personnalité des acteurs aussi, bien sûr, qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vous apprend quelque chose. Ça, c'est important, qui vous apprend quelque chose sur ce que vous avez fait. Maintenant, je dois dire aussi que dans le cas d'une adaptation, ce qui n'est pas le cas d'une pièce que l'on écrit la plupart du temps, parce que là, la pièce est là, et puis l'adaptation se fait aussi en collaboration avec le metteur en scène. Je veux dire, non pas que le metteur en scène intervienne dans l'écriture, mais il y a une sorte d'aller-retour au fur et à mesure du travail pour voir si on est bien d'accord. Le metteur en scène peut avoir des suggestions, disant, écoute, cette scène-là, moi, je couperais un peu, ou est-ce qu'on n'ajouterait pas ceci à quoi je pense, ou est-ce que tu peux... Voilà, enfin, ça, euh, c'est le travail normal et qui est extrêmement, extrêmement agréable. Alors, en revenant peut-être à la scénographie, donc pour ceux qui n'ont pas vu la pièce à nouveau, c'est une chambre d'hôpital en soins palliatifs, mais elle est aussi entourée d'un élément visible qui permet l'illustration sonore. Est-ce qu'on peut dire que cet environnement sonore, qui est une musique jouée, dont la partition est jouée en direct par finalement un personnage qui est là aussi et qui devient presque un comédien dans l'ensemble, est-ce que vous avez travaillé cela avec le metteur en scène ou est-ce que là, ça fait partie de ce qui est de la liberté du metteur en scène, hormis le fait d'avoir indiqué que c'est dans une chambre d'hôpital? Ah, ça, c'est complètement de son ressort. C'est complètement de son ressort. Je pense que ça pourrait se jouer sans ce musicien ou avec une musique tout à fait différente. Je veux dire, c'est un choix qu'il a fait, qui est un choix légitime et qui le concerne, de dire, puisqu'il y a un certain nombre d'épisodes, je vais nourrir en quelque sorte ou donner une autre dimension aux intervalles entre les épisodes. Oui. Alors revenons au personnage. Alors Dulcinée, j'aimerais que vous m'en disiez davantage. Comment est venue cette idée d'en faire un personnage qui évolue et qui devient quelqu'un d'autre? Enfin, je n'ai pas le souvenir immédiat de la manière dont Dulcinée apparaissait lors de l'agonie de Don Quichotte lors de l'agonie de Don Quichotte tout seul, parce que Sancho Panza survit à Don Quichotte dans le roman. Oui. Comment est venue cette idée qui est absolument bouleversante aussi de créer de ce personnage la passeuse? C'est en travaillant, c'est en travaillant. Je crois que c'était déjà un peu dans la proposition de la... Le petit chien est revenu. On peut couper une seconde? Oui, oui, je vais essayer de ne pas. Oui, oui. Paul Aymon, revenons à cette figure de Dulcinée et peut-être aussi aux deux autres personnages tels que vous les voyez lorsque vous écriviez et tels qu'ils sont apparus lorsqu'ils ont été mis en scène. Alors, Don Quichotte et Sancho, quelle est la psychologie que l'on peut retenir d'eux qui peut-être s'éloigne un peu de celle du roman? Mais peut-être, non, moi je crois qu'on ne s'éloigne pas tellement du roman pour ces deux personnages-là, sauf peut-être que je dirais que Sancho est plus encore bonne patte en quelque sorte, et il se laisse faire ici, et il le fallait il fallait aller vite, donc il fallait que le personnage soit très vite d'accord pour jouer Sancho, pour être Sancho, ce qui n'était pas évident. Donc il fallait vraiment quelqu'un qui accepte de jouer le jeu C'est le immédiatement. raccourci, hein, il accepte
Voilà, d'emblée d'entrer dans le jeu voilà, de oui, son oui. protagoniste, Don Quichotte. C'est vrai, quand je disais qu'il s'éloigne d'eux, c'est vrai que les deux personnages sont Cervantes pourrait les reconnaître Ça, tels qu'ils ce sont. serait, ce serait très bien. Et la passeuse, très vite, je me suis attaché à ce personnage. Très vite, en me disant au début, bon, il faut qu'elle reste, qu'elle n'apparaisse, enfin, qu'elle ne montre sa véritable personnalité que petit à petit. Et je disais au metteur en scène, écoute, euh, quand nous travaillions, là, je suis impatient d'arriver au moment où elle aura plus de place. Voilà. Et alors, il y a tout ce récit, ça c'était superbe à écrire, ce récit sur l'au-delà, ce qui va se passer dans l'au-delà, etc. Où je l'ai dit, ça c'est pour elle. Ça c'est pour elle. Et là, effectivement, on commence à voir le véritable personnage qu'elle représente. C'est là où on entre aussi avec cette pièce-là dans l'actualité que nous avons vécue, qui est cette pandémie, le Covid, et puis les milliers de morts dont nous avons été Hélas, tous oui, entourés. Et hélas, oui. il y a une perspective nouvelle qui est donnée à la pièce à ce moment-là. Hélas, oui, je dis bien hélas, mais effectivement, c'est ce qui se passe, je crois. C'est-à-dire qu'on a du coup un ressenti autre et plus intense de ce moment-là, de ce moment final. Oui. Et plus intime aussi, Et je plus pense qu'on était intime. nombreux à être confrontés d'une manière ou d'une autre dans la salle au moment où la pièce se joue. Il y a eu pour chacun d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, une sorte d'écho d'une expérience vécue de la mort d'un proche dans les Complètement. conditions de cette. Et c'est là d'ailleurs que la scénographie, avec ce tulle qui crée un espace réduit et complètement fermé, joue un rôle très important parce que c'est un lieu, ça devient un lieu isolé, ça devient un lieu de solitude pour ces deux personnages. Et cela, la scénographie le montre magnifiquement. En plus, une scénographie qui permet, parce que ce tulle permet aussi la projection d'images, et lorsqu'on voit ces images d'électrocardiogrammes et d'éléments biologiques, d'analyse biologique, on se rend compte de cette oppression dans laquelle nous avons été plongés, nous qui devenons le public de cette pièce-là. Oui, je pense. Oui, je pense. Et puis, à un moment donné, les images deviennent plus concrètes. Vous l'avez vu, hein, quand on évoque l'au-delà. Et puis, à la fin, la belle idée du spectacle, enfin, je ne sais pas si on peut tout raconter, mais c'est le fait que ce tube s'ouvre. Évidemment, l'espace devient tout à fait différent. Mais ne dévoilons pas. Effectivement, c'est le cas. Peut-être une dernière question, parce que sinon on va effectivement entrer dans le dévoilement de ce que l'on doit dissimuler pour que ceux qui nous écoutent se rendent au théâtre et aillent voir, parce qu'il y a cette dimension-là de partager en tant que public l'émotion qu'engendre la vision d'un spectacle comme celui-là. Et en particulier, et là j'aimerais revenir au personnage de Sancho, qui est un personnage particulièrement émouvant dans cette amitié fraternelle qui tout d'un coup se développe avec Don Quichotte, au point qu'il supplie, et là je trouve qu'il y a une intelligence de l'adaptation qui est en même temps éminemment sensible, qui invoque celui qui écrit l'histoire pour qu'il la modifie et qu'il lui permette de rejoindre Don Quichotte dans la mort. Alors là, vous faites entrer finalement Cervantes tel qu'il se fait lui-même apparaître de temps en temps dans son roman. Oui, oui, c'était reprendre l'idée que Don Quichotte et Sancho sont des personnages de roman. Et je vous avoue aussi que c'est un de je sais pas, de mes fantasmes personnels, mais ça fait partie un peu de ma mythologie personnelle que j'ai d'ailleurs développée dans un roman écrit il y a quelques années et qui est la rencontre brusquement de quelqu'un en train d'écrire et on se dit, si cette personne était en train d'écrire ma vie, enfin, je veux dire, ça n'est pas personnel, hein, je crois que c'est un fantasme que beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui pratiquent la littérature, Merci. ont à un moment ou à un autre.
Mais dans le cas de Cervantes, c'était peut-être la première fois que, comme ça, le jeu se faisait entre le personnage qui interpelle son auteur pour dire, Mais bien sûr. modifie. Et ça va faire une série d'enfants, parce que Jacques Lefèvre, Alice et son maître de Diderot, quand Jacques invoque le ciel, c'est la même chose. Et regardez Borges. Chez Borges, c'est un thème qui est récurrent. Oui. Absolument. Mais c'est bien la preuve aussi, et je vous propose de conclure de cette manière-là, qu'en allant voir votre pièce Don Quichotte avant la fin, on peut aussi entrer dans une sorte d'immense bibliothèque, pour faire mention de Borges, une Oui. bibliothèque qui nous invite à aller relire le Don Quichotte, à aller relire Borges, à aller relire vos romans aussi, parce que et notamment le dernier recueil que vous avez publié, une série de petits récits face au miroir qui sont aussi borgésiens, si je peux me permettre ce qualificatif. C'est une de mes maîtres, en tout cas, ça certainement en littérature, oui. Oui. Alors, Paul Aymon, merci beaucoup pour cet Merci à entretien, vous. et merci surtout pour cette, dans l'actualité présente du théâtre, pour cette pièce qui permet au public de renouer avec une perception sensible de ce que nous avons vécu. C'est aussi le rôle du théâtre, mais aussi Alors, une œuvre magnifique. merci aux acteurs qui sont vraiment formidables. Merci Paul Aymon, à très bientôt. À très bientôt.